Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur votre rendez-vous technique du Festival de Cannes, le Cannes Prime Time. C'est l'avant-dernière émission du festival aujourd'hui. Chaque soir, nous mettons à l'honneur les films en compétition et leurs techniques. Bonjour Alexia. Bonjour Mathieu. Effectivement, notre quotidienne qui se déroule sur le stand de la CST à Cannes, sur notre chaîne YouTube et sur notre partenaire de l'AFM DAB+, ciné, musique, radio, au programme depuis plus de 10 jours désormais, décryptage technique, interview de professionnels et mise en lumière des films qui concourent au prix de l'artiste technicien et au prix de la jeune technicienne. Avec nous aujourd'hui pour parler de technique de cinéma, nous avons à ma droite, tout au bout de la table, Patrick Safar, journaliste chez notre partenaire Ciné Musique Radio et à la revue Jeune Cinéma. Bonjour Patrick. Bonjour. À ses côtés, Lauriane Lucas, qui est VFX producer. Elle va nous expliquer un petit peu ce qu'est ce métier. Vous avez présenté hier le film Résurrection de Big Anne en compétition officielle. De l'autre côté de la table, deux représentants, de membres de l'AFC. Nous avons Jean-Marie Drejoux à mes côtés. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes directeur de la photographie et président de l'AFC. Et à ses côtés, Jean-Noël Ferragu, rédacteur du site de l'AFC et qui est présent pendant toute la durée du Festival de Cannes sur le stand de l'AFC. Bonjour. Et bien désormais, on remonte les marches. Lauriane, bonjour, rebonjour, merci d'être avec nous. Alors, je le disais en introduction, vous êtes VFX producer, productrice de VFX ? C'est ça, exactement. Je travaille en étroite collaboration avec le superviseur des effets visuels sur le Big Anne, c'était Lise Fischer. Et nous avons eu l'honneur et la joie de travailler sur une partie de ce film titanesque, sur une des histoires, un des rêves du film. Voilà. Vous faites partie de MPC Paris. C'est ça. Et en quoi consiste votre travail ? Alors, le producteur ou la productrice des effets visuels s'occupe de gérer toutes les étapes de production des effets, depuis la budgétisation du projet, la réalisation du devis, l'accompagnement du client dans ses demandes techniques, artistiques, et comment on répond à ces demandes en constituant une équipe, en recrutant des artistes qui sont spécialisés dans les types d'effets qu'on va fabriquer. On s'assure de respecter les délais, de respecter le budget global, et ça jusqu'à la livraison des effets. Donc vous travaillez pour les VFX, est-ce que vous pouvez expliquer, parce qu'on parle souvent d'effets spéciaux, oui. Mais il y a deux types d'effets spéciaux, des effets spéciaux et des effets spéciaux visuels. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est ça. Alors, les effets spéciaux sont des effets qui sont principalement, ce qu'on appelle effets spéciaux, c'est des effets qui sont réalisés sur le tournage avec des moyens, ça peut être une explosion, du feu, c'est vraiment réalisé en direct. Nous, c'est les effets visuels, ce sont des choses sur lesquelles on intervient après le tournage et en numérique, et les effets visuels, c'est ajouter des choses à l'image qui a été tournée, qui n'existent pas au moment du tournage, ajouter ou retirer. Voilà, c'est vraiment c'est deux métiers différents qui peuvent souvent se compléter d'ailleurs. Souvent, nous venons en complément d'effets spéciaux qui ont été faits sur le tournage. Voilà, la distinction est... Et donc vous intervenez une fois que le montage est suffisamment abouti pour ne pas avoir à truquer inutilement des plans. Voilà, dans la mesure du possible. Et là, je crois que ça a été, parce que c'est le dernier film qui a été annoncé quasiment à la veille du festival. Je crois que vous étiez dans des délais extrêmement tendus. C'est ça. La légende dit que le film a été fini il y a quelques jours.
Ce n'est pas une légende. On a travaillé jusqu'à lundi pour finaliser les effets. Ça a été un gros défi et parce que Bigan a tourné jusque très tard, a réécrit le film au fur et à mesure du tournage. Il a terminé le montage là vraiment très très récemment. Donc oui, c'est comment nous on s'adapte à des contraintes complexes, mais voilà. Complexe parce que ça va même jusqu'à la censure du gouvernement chinois. Oui, alors bon, ça, nous, on ne sait pas comment ça se passe, mais en effet, oui, l'étape de la censure qui a été assez tardive par rapport à la sélection cannoise, oui, c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude. C'est une coproduction entre la France et la Chine. Comment se sont passés les échanges entre les différentes équipes ? Alors nous, du coup, on était en contact avec le superviseur des effets visuels chinois. On n'a jamais rencontré Bigan. On a fait beaucoup de calls avec l'équipe chinoise, l'équipe des effets visuels chinoise. Ça s'est très bien passé parce qu'au final, on parle pas la même langue, mais on parle le même langage quand même. Hein. Celui du cinéma. Voilà, exactement. Et si vous pouviez nous décrire, évidemment, on ne va pas révéler le film, mais si vous pouviez nous décrire un peu sur quel type de plan vous avez travaillé, quel type de trucage vous avez réalisé ? Alors, nous, on est intervenu sur une histoire, c'est des histoires indépendantes. Nous, notre partie, c'est une trentaine de plans, ce qui n'est pas énorme, mais avec des plans très complexes et des plans, entre autres, avec du feu. Et c'est toujours des plans un petit peu compliqués, avec un processus de création assez long dans les effets visuels. Et donc, on le rappelle, le film se découpe en plusieurs temps. Vous êtes intervenu sur de cette petite histoire. Oui. Est-ce que l'équipe des effets visuels chinoises avait aussi travaillé sur cette partie-là du film ? Est-ce qu'il y a une collaboration ou est-ce que chaque histoire a été confiée à un studio différent ? Alors nous, c'était vraiment annoncé dès le début. On s'occupait pour faciliter les choses aussi, on s'occupait d'une partie vraiment indépendante. Ça n'empêche que pour des raisons de temps et de budget, certains plans ont été complétés en Chine, mais vraiment de façon par exemple des surimpressions, des choses comme ça, des choses qui sont intervenues au montage vraiment très très tardivement et qui ont été faits du coup par l'équipe chinoise. Sinon, nous, nos effets ont étaient vraiment indépendants. Et est-ce qu'il y a eu des plans qui ont été extrêmement... Quelle a été la complexité sur ce film ? C'est un film qui est très riche visuellement, c'est assez impressionnant, le travail à l'image qui a été réalisé. Quels ont été les principaux défis sur ce film-là ? Alors, les principaux défis, c'est des défis de délai. Évidemment, on a eu peu de temps pour fabriquer et avec un réalisateur qui était très précis dans ses demandes. Et c'est génial parce que du coup, il savait exactement ce qu'il voulait. Ça a demandé des allers-retours qui sont évidemment moins simples quand on est à distance que quand on est dans le même la pays. Même table de travail. Exactement. Mais défis, artistiques et techniques sur des plans complexes à fabriquer, ouais. Voilà, mais... Jean-Marie, en tant que chef opérateur, j'imagine que filmer le feu, les flammes, ça vous parle. Vous avez abordé comment vous le travail avec les effets spéciaux, SFX, VFX ? C'est vrai qu'on travaille ensemble depuis déjà dès la préparation du film. On est toujours en contact avec tous les effets qui vont être ajoutés parce que effectivement sur le plateau, quand on sait qu'on va rajouter quelque chose assis à droite, à gauche, on l'anticipe déjà sur le tournage. Et juste pour rebondir sur l'expérience chinoise, moi j'ai eu une expérience chinoise avec Jean-Jacques Hano pour le film Wolf Totem. Et moi ce qui m'avait vraiment impressionné là-bas, c'était le nombre de gens qui travaillaient pour un plan. C'était juste hallucinant. Nous on tournait un film en relief, donc on était en 3D, parce qu'à l'époque c'était la grande mode
les films en relief. Et ils ont recréé un deuil complètement séparément. Ils ont fait beaucoup de 3D numérique. Et c'était assez impressionnant de voir tous ces gens travailler. Et pour rebondir effectivement sur les flammes, effectivement sur le film Notre-Dame en feu, on a beaucoup travaillé avec la collaboration De Jean-Jacques avec Hano, Lorenz, oui, pour rajouter quelques flammes de temps en temps. Et donc ils ont eu d'ailleurs le César des effets spéciaux. Et pourtant on a beaucoup fait de feu sur le film, je peux vous dire. Donc en fait les gens n'y ont vu que du feu. Est-ce que vous savez, au niveau du nombre de techniciens qui ont travaillé sur le film, combien vous étiez, vous, chez MPC? Est-ce que vous savez le nombre de techniciens qu'il y avait en Chine? Nous, on était plutôt une petite équipe. On était une vingtaine de personnes au total. Bon, en Chine, rien qu'à voir le générique de fin, je sais. Dure 9 minutes presque. Oui, oui. Et en effet, le travail en plus sur le projet était titanesque. Je sais que le superviseur chinois a travaillé jour et nuit, 7 jours sur 7 pour finaliser le tournage. C'est vraiment un travail très, très impressionnant. Ouais. Patrick, oui, vous êtes là parce que vous avez vu le film. Et au-delà de la technique, est-ce que vous souhaitez nous en dire un mot également? Oui, oui, bien sûr. Bon, pour moi, c'est un des films les plus étonnants de la compétition, ça sans aucun doute. C'est un film qui se situe un peu dans la continuation du précédent, Un long voyage vers la nuit, qui avait la particularité d'être filmé à la fois en plan normaux, je dirais, et en 3D. Là, le réalisateur va encore plus loin dans la sophistication. C'est une œuvre très très composite, d'apparence très très foisonnante, qui au plan du style va de l'expressionnisme au réalisme poétique jusqu'au réalisme tout court. Également au plan musical, il y a un savant mélange de musique occidentale telle la musique de Vertigo qui renvoie bien entendu à la réflexion sur le temps. Il y a de la musique classique, du Chopin, etc. Et évidemment de la musique orientale, on va dire. Tout cela renvoie à l'idée force du film qui est on est dans un monde où certaines personnes ont refusé de rêver, refusent de rêver. Donc la vie continue telle qu'en elle-même, alors que d'autres, qu'on appelle les rêvoleurs, s'immergent dans leurs propres rêves. Donc c'est un peu l'idée qui va courir en fil rouge pendant tout le film et qui va donner lieu à certaines séquences vraiment époustouflantes. C'est un film hommage aux spectateurs. Les rêvoleurs seraient les cinéphiles? Oui, je pense. C'est un film hommage au cinéma déjà, puisque la fin renvoie à un écran devant lequel se situent des spectateurs illuminés qui disparaissent peu à peu. Alors je me demande si c'est un hommage au cinéma ou s'il n'y a pas un côté un peu désabusé malgré tout. Est-ce que c'est pas un hommage au cinéma en train de disparaître? Ça, on peut en discuter, mais ça donne foi dans le cinéma malgré tout. Donc c'est ça l'essentiel. Oui, puis il y a une façon d'avoir digéré sans exposer ses références, ce qui est assez fascinant. Hein. On est loin de beaucoup de cinéastes qui citent. C'est vrai. Ici, il s'agit réellement de quelque chose qui est intégré. Oui, absolument. J'en veux pour preuve que tout le début, qui en fait est un hommage au cinéma muet, mais c'est un film muet en couleur. Donc déjà, ça crée un décalage certain. Et de même, oui, les références cinématographiques, elles sont tout à fait sous-jacentes. Il n'y a rien d'explicite. Donc, c'est quelqu'un qui a une personnalité très, très, très forte, de toute évidence. Vous avez également vu Woman and Child de Saïd Roussaï, qui revient en compétition après Leila et ses frères en 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, alors son film précédent qui avait été présenté à Cannes également, c'était Leila et ses frères. Il avait eu maille à partir avec le régime à l'occasion de ce film, donc on se serait attendu à un film très politique, en tout cas d'une manière peut-être implicite. Et là, c'est un film assez étonnant, faut vous le dire, assez curieux, qui raconte l'histoire d'une veuve à qui il arrive toute une série d'avanies, de malheurs, qui vers la fin confine
presque invraisemblable. Bon, certains spectateurs et certains critiques ont reproché cette abondance de micro-événements. Bon, c'est oublier que dans le mélodrame, dans le genre mélodrame, c'est un peu la caractéristique du mélodrame, la surenchère en matière de malheur, je dirais. Donc c'est un film visuellement qui est intéressant aussi, puisqu'il a pris le parti pris de favoriser une mise en scène fondée sur les coulisses. Les personnages sont isolés dans des coulisses virtuelles ou coulisses réelles, des parois en verre, des grilles, côté un peu montriand dans certaines compositions. Donc on peut se demander, mais c'est presque systématique même. Hein, c'est vraiment, donc les personnages semblent isolés les uns des autres, ce qui renvoie certainement à la vision qu'il a de ces personnages. Et on peut dire aussi que le film n'est pas directement politique parce que ces personnages ont intériorisé la terreur qui leur était imposée. Donc on ne voit pas d'autorité sur leur sort, mais ils sont eux-mêmes extrêmement perturbés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un film très étonnant. On arrive sur cette avant-dernière journée avec deux films qui effectivement s'éloignent un peu du film de propos, mais on sentait quand même dans vos mots que sur Woman and Child, le politique n'est non plus jamais très très loin. Est-ce que filmer une femme et les méandres de sa vie, c'est pas déjà politique en Iran ? Oui. Après, on peut dire que tout est politique. Mais oui, bien sûr, c'est une manière de montrer les rapports humains tels qu'ils sont influencés par cette chape de plomb qui leur est imposée. Donc oui, de cette manière, c'est aussi un film politique, effectivement. Hier, vous nous donniez... non pas votre palmarès, mais vos coups de cœur. Est-ce que les projections d'hier ont changé un petit peu la donne ? Obligatoirement, puisque entre les deux, Bigan survint. Donc oui, j'ajoute bien entendu le film de Bigan sans aucun doute. J'espère qu'il aura quelque chose. J'espère qu'il n'aura pas que, entre guillemets, le prix de la mise en scène, parce que effectivement, la mise en scène, c'est ce qui est le plus impressionnant, mais il y a quand même un propos. C'est une œuvre d'art totale, en quelque sorte. C'est une palme d'or, alors, pour vous ? Oui, carrément, on peut le dire. Eh bien, c'est maintenant le moment de donner la parole à la CST, mais pas seulement. Nous sommes toujours en direct depuis la chaîne YouTube de la CST et en simultané sur Ciné Musique Radio. Petit correctif, donc parole à l'AFC. Rebonjour Jean-Marie, Jean-Noël. Rebonjour. Pour nos auditeurs qui nous suivent sur la radio, dites-nous un mot, qu'est-ce que l'AFC ? Déjà, avant de parler de l'AFC, j'ai juste de dire que alors, l'AFC, c'est une association qui regroupe tous les directrices et les directeurs de la photographie. Et je vais juste préciser ce qu'est une directrice et un directeur de la photographie, parce que souvent, les gens pensent qu'on fait juste de l'image. Et en fait, on ne prend pas des photos. On s'occupe de toute l'image du film. C'est-à-dire qu'on est présent depuis la préparation jusqu'à la finition et jusqu'à la projection qu'on voit sur les grands écrans. C'est un peu où poser la caméra et comment éclairer ce qui est en face d'elle. Oui, et puis tout préparer, la direction artistique du film, c'est-à-dire en fait mettre des images sur les mots d'un metteur en scène qui a écrit le scénario. Jean-Noël, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu l'histoire de l'AFC ? Alors l'AFC, l'histoire a 35 ans aujourd'hui. Elle a été fondée au début des années 90 par un groupe de directeurs de la photographie qui voulaient se rassembler. En fait, l'AFC, c'est une association qui réunit des directrices et des directeurs de la photographie pour échanger, pour parler de leur métier, pour échanger des informations. Et on a 190 membres aujourd'hui. Et l'AFC, il y a aussi des membres associés, on appelle les membres associés, qui sont des sociétés avec qui on travaille tous les jours sur les tournages ou après les tournages, ce qui sont les loueurs, les fabricants de matériel, les laboratoires de post-production et tout. Donc mais ce n'est pas un syndicat à l'américaine. C'est une autre forme d'organisation. De toute façon, les associations étrangères ne sont pas non plus des syndicats.
l'ASC à laquelle fait partie Jean-Marie, l'association américaine, ou la BSC ou l'AIC ne sont pas des syndicats. On a toujours séparé ce qui touche les syndicats et ce qui touche les associations elles-mêmes. Un directeur, une directrice de la photographie qui rejoint l'AFC, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui permet parfois parfois j'imagine que ça permet de se rencontrer, d'avoir des discussions, de faire évoluer le métier? En fait, on se rend compte, parce que on ne devient pas directeur de la photographie tout de suite, on est un peu assistant avant. Et en fait, on se rend compte que quand on passe directeur de la photographie, d'un seul coup, on est tout seul. Alors que d'habitude, on rencontrait les gens, puisqu'on faisait de tournage en tournage. Et le fait de l'association, c'est de pouvoir se retrouver entre directeurs de la photographie et de pouvoir échanger ensemble des problèmes qu'on a sur les tournages, de toutes les avancées technologiques et de parler de l'avenir de notre métier. Vous vous retrouvez ensemble, vous parlez de l'avenir de votre métier, puis vous partagez également votre présence à Cannes avec la CST. Vous êtes là pour accueillir vos membres et leur donner accès aux projections, mais pas uniquement. Vous êtes là aussi pour faire un focus sur les films qui sont présents et les films en compétition et en sélection officielle. Donc effectivement, depuis 2002, on est accueilli par la CST pour pouvoir justement mettre en place un accueil pour nos membres. Et là, je vais donner la parole à Jean-Noël parce qu'il est présent depuis le début et il fait un gros travail par rapport à toute cette mise en place qui est en fait qui est mis en place par l'éditorial de l'AFC. Donc, sur le site internet. Sur le site internet qui est très important. Donc je vais laisser la parole à Jean-Noël. L'AFC a quelques fenêtres, quelques vitrines, on peut dire. Cannes en est une. Il y a le micro-salon que tout le monde connaît. Et aussi à Camérimage, qui est un festival en Pologne de directeurs et directrices de la photographie, où on a une présence en faisant, comme a dit Jean-Marie, des entretiens. Donc il y a à peu près 26 entretiens cette année, qui sont des entretiens à la fois écrits, et aussi vidéo. Donc il y a 3 personnes qui travaillent sur le site pour ces entretiens, pour la présence de l'AFC à Cannes, je veux dire plutôt. Et donc il y a des entretiens, une newsletter quotidienne qui met en avant les articles qui sont publiés. Il y a un petit portfolio de photos qui vient aussi montrer qu'est-ce que c'est que Cannes pour ceux qui n'y viennent pas. Souvent à Paris, on nous dit « Ah ouais, c'est bien parce que c'est comme si on y était ». On essaie effectivement de faire comme si les gens qui ne peuvent pas venir à Cannes sont à Cannes. Parce qu'on a un site internet qui est très fourni en fait, et donc ça a surtout été mis en place par Éric Guichard, qui était notre président à l'époque, qui a beaucoup poussé pour avoir un site qui soit vraiment bien élaboré et qui est très regardé. Par exemple, pour le Festival de Cannes, ce site est 3 fois plus regardé que d'habitude. Mais d'habitude, il est déjà très regardé. Combien d'articles à peu près sont réalisés ou combien d'interviews sont réalisées pendant le Festival de Cannes? On en fait à peu près une trentaine, un peu moins d'une trentaine, à la fois en français et aussi les versions anglaises. C'est-à-dire c'est les articles qui sont traduits directement de français en anglais et des vidéos qui sont parfois en anglais parce que l'AFC représente des directeurs de la photographie et on tient au fait que ça ne soit pas que les gens de l'AFC. Il y a des non-membres de l'AFC et des directeurs ou directrices de la photographie étrangères qui sont à Cannes. Jean-Marie, oui. Oui, et pour faire ce travail, donc Jean-Noël est présent sur le stand de la CST pour accueillir tout le monde, comme je le disais tout à l'heure. Et puis derrière lui, il y a des gens qui travaillent aussi. Donc il y a Brigitte Barbier, il y a François Remond, il y a Margot Cravé, Laurent Drieux et Marc Salomon et vous partagez tout le travail. François est souvent fait pour les interviews, c'est lui qui s'en occupe principalement. Puis Brigitte et Margot font les articles avec Marc, Laurent et toi. Et juste parce que les entretiens se font après avoir vu les films. Donc,
parfois, il est possible de voir les films à Paris et il y a des entretiens qui sont faits avant. Et d'autres fois, on ne veut pas, les distributeurs ou les producteurs ne veulent pas montrer les films avant la présentation officielle. Donc François Remond, qui est ici aussi à Cannes, voit les films et peut faire les entretiens après. Parce qu'un entretien après avoir vu le film est beaucoup plus fort qu'un entretien à des questions bateau qui peuvent être posées. Évidemment, et puis vous parliez tout à l'heure des versions en anglais, ce qui nous permet de rebondir sur la sélection cette année, avec énormément de directeurs et directrices de la photographie qui ont travaillé sur des films étrangers. Pour la compétition officielle, tous les directeurs et directrices de la photographie de l'AFC ont travaillé sur des films étrangers ou au moins avec une coproduction étrangère. Donc on va les citer. Bruno Delbonnel pour le Wes Anderson The Phoenician Scheme. Décidément, on ne saura toujours pas le prononcer jusqu'à la fin du festival. Darius Khondji pour Eddington d'Ari Aster. Evgenia Alexandrova, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans cette émission, pour L'agent secret de Kleber Mendonça au philo. Pierre Haïm pour Les aigles de la République de Tariq Saleh, et Hélène Nouvard qui a travaillé en compétition officielle sur Romeria de Carla Simone, mais qui a également été présente à la sélection Un certain regard sur le film Eleanor the Great de Scarlett Johansson. Toujours en sélection Un certain regard, José Dehay a travaillé sur Urkin d'Aris Dickinson. Frida Marzouk sur Promis le ciel dirige série, et puis ça ne s'arrête pas là, puisqu'en séance de minuit, Brice Banco avait signé la photographie du Roi Soleil. En Cannes première, Jean-François Ngens pour Ma frère. En Cannes classique, 2 films, un photographié Philippe Rousselot qui s'appelle Moi qui t'aimais, et puis des films qui continuent à vivre même des années après, puisque Jacques Loiseleu nous a quittés, mais le film La course en tête de Joël Santogne a été présenté en Cannes classique cette année. En hommage, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme de Pierre Richard. La photographie a été signée par Pierre Haïm, donc il y avait aussi 2 films cette année à Cannes. Et puis, vous êtes présents même aussi dans les prix du festival, puisque nous accueillons demain Caroline Champetier, qui va nous parler de son travail au sein du jury de l'artiste technicien, qui est un prix CST. Et puis, Pascal Marin, jury à la Caméra d'Or. Et on va s'arrêter là. Et vous avez oublié la quinzaine aussi. Parce qu'à la quinzaine, il y avait aussi la quinzaine, et puis Nicolas Gorin pour le film Classe moyenne, il y avait Jeanne Poiry pour le film Enzo, et il y avait Patrick Blossier pour le film Indomptable. Et puis à la critique également, mais on n'a pas parlé de toutes les catégories qui sont présentes à Cannes. Oui, Jean-Noël. Oui, je voulais juste rajouter, il y a aussi José Dehay qui est membre du jury de la Semaine de la critique. Exactement. La liste est longue, votre présence est impressionnante. C'est la première chose dont on se rend compte quand on rentre sur votre stand, c'est les belles photos que vous affichez aussi, et on se rend compte du travail qui est fait au quotidien. Comment vous accompagnez tous ces films, on l'a compris, par un éditorial très très fort, mais j'imagine aussi, vous parliez de partage d'expériences et de connaissances, de vos relations avec les fournisseurs. Vous organisez régulièrement des thèses, des démonstrations, notamment sur des caméras, par exemple? Oui, c'est sûr que c'est toujours organisé. Et puis, on doit aussi remercier tous nos associés qui nous aident à cette newsletter de Cannes, parce que voilà, tout ça, ça demande du travail. Donc voilà, je les remercie. Et puis, par rapport à, effectivement, les essais sont souvent en partenariat aussi avec la CST, qui des fois fait des études avant de nous proposer des outils. Donc, on a toujours une collaboration aussi avec la CST. Oui, juste, on a 2 de nos membres associés, pour ne pas les nommer, Fujifilm et Polisson, qui ont fait des manifestations avec vous à la CST. Et on est toujours très heureux de boire un verre avec tout le monde et de discuter avec tous ces gens. Et au niveau de l'évolution du métier et aussi de vos membres, on a cité dans les directeurs et directrices de la photographie, en sélection officielle,
quelques femmes. Est-ce que vous voyez les choses évoluer aussi dans vos métiers sur des questions de parité? Alors, on n'est pas encore à une parité, Non, mais est-ce que les choses évoluent dans le bon sens? Oui, oui, ça évolue dans le bon sens. On fait en sorte des nouveaux entrants, d'essayer de faire le maximum, hein. On est à 17% en ce moment de présence féminine dans notre association, de directrice de la photographie. Donc c'est une bonne avancée, on continue. Voilà, c'est vraiment une des priorités aussi de l'association. Parmi tous les films cités, vous avez, comment dirais-je, eu le temps de les voir et vous voyez déjà des grands chefs opérateurs ou chefs opératrices se dessiner? Ou pas? Vous avez trop de travail pendant le Si, si. festival? Non, c'est vrai qu'on va pas beaucoup en projection parce qu'on a pas mal de choses à faire, mais c'est toujours un bonheur de toute façon de découvrir les films au Théâtre Lumière, hein, ou à la salle de Bussy. Les projections sont tellement assez exceptionnelles. L'écran fait quand même 18,50 m, je crois. Donc c'est quand même assez rare de voir des films. C'est dans ces conditions. Oui, c'est juste formidable parce que souvent, les directeurs de la photographie ou les directrices n'ont jamais vu leur film sur un aussi grand écran, hein. Parce qu'en général, elles sortent juste de le film est juste sorti d'étalonnage en général. C'est toujours la course pour aller à Cannes. Donc, c'est vrai qu'on a rarement le privilège de les voir sur un grand écran. Et là, c'est vrai que d'un seul coup, boum. Je pense que tout le monde est impressionné. Les jeunes directrices ou directeurs de la photographie sont très impressionnés, mais même ceux qui ont de la bouteille. Par exemple, j'ai discuté avec Darius, qui, quand il a vu en répétition le film Eddington oui, sur un grand écran d'un seul coup, bah, je pense c'était impressionné aussi. Donc voilà. Je voulais juste te dire aussi que dans l'AFC, on travaille beaucoup avec des groupes de travail. Donc, on a 21 groupes de travail. Et donc, chaque membre intègre des groupes de travail pour justement faire avancer les problèmes liés à notre profession, hein, tout ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, par exemple, les problèmes de parité, les problèmes de harcèlement. Enfin, tous ces problèmes-là sont évoqués dans des groupes de travail. Philosophiquement, on a compris, il y a beaucoup de points communs avec la CST sur le geste du technicien et comment mettre en œuvre les meilleures bonnes pratiques, pardon pour Mais comment travaillez-vous également avec les autres associations de techniciens? C'est-à-dire qu'on a mis en place dès, je sais plus, je crois que c'était 2003-2004, on a mis une charte de l'image, hein, qu'on a réactualisée en 2023 parce que forcément notre travail avait évolué en 20 ans. Donc cette charte de l'image déjà définit un petit peu le cahier des charges d'un directrice ou d'un directeur de la photographie. Et effectivement, on échange avec les autres associations, bien sûr, hein. C'est l'occasion, chaque année on organise un micro-salon, qui est un événement très important, qui a commencé petit, qui s'était agrandi. Et là, c'est l'occasion, effectivement, à travers les conférences, à travers les rencontres, on invite aussi toutes les associations à nous rencontrer. Et c'est là où on a des échanges. Je vais juste rajouter que le micro-salon, il y a aussi l'AFSI qui organise un espace son. Donc c'est une collaboration proche. L'Association française du son à l'image. Merci, mais écoutez, vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube, sur le stand de la CST à Cannes et sur notre partenaire de la FM DAB+, Ciné, Musique, Radio. C'est maintenant le moment de la petite interview. Bonjour, je m'appelle Vincent Glenn. Je réalise des films documentaires depuis une petite trentaine d'années. Mon premier souvenir, c'est le seul, je crois. Je rejoignais mon père qui était directeur technique du festival et je devais monter les marches et je me suis fait refouler parce que j'avais pas de chaussures adaptées et que comme je chose du 48,5, il n'y avait absolument aucun moyen, aucun plan B et donc je suis resté en bas des marches. Mon plus beau festival de Cannes, c'est maintenant, c'est le festival où le film que j'ai consacré à mon père et à la relation qu'on avait, lui et moi, qui est présenté dans le cadre de Cannes Classique, vendredi prochain. Et donc c'est un film que j'ai essayé de faire non pas sur mon père, mais avec lui. Et c'est l'occasion d'échanger avec lui dans un moment où lui était en train de nous quitter, je ne le savais pas
que ça irait aussi vite, mais voilà, on a fait ce film ensemble. Il n'est pas allé tout à fait au bout, mais il a joué le jeu le plus loin qu'il a pu. Et le seul regret, c'est qu'il soit pas là pour qu'on puisse le voir ensemble avec lui, mais il a quand même bien joué le jeu. Alors, les prix de la CST semblent récompenser les métiers dits de l'ombre, les métiers qu'on voit pas à l'écran. Et il y a beaucoup de métiers comme ça, en fait. Tout se passe bien. Quand tout se passe bien, on ne les voit pas. C'est seulement quand ça se passe pas bien qu'on les voit. Jean-Marie Drojoux, je crois que vous souhaitiez réagir puisqu'on parle d'un homme qui a été à la fois cofondateur de votre association, si je ne me trompe pas, et puis président de la CST. Bah, il se trouve que Pierre William était mon parrain aussi quand je suis rentré. Excusez-moi, je suis un petit peu ému. Parce qu'en ce moment, il y a le film. Pardon. Écoutez, l'émotion, nous la partageons tous, puisque ça a été un grand homme de cinéma. C'est juste que le film est en train de passer en ce moment, et je suis ici. Et j'ai fait le choix d'être ici, parce que je pensais que c'était important de parler de l'AFC. Le film, Vincent, je lui ai écrit tout à l'heure, je le verrai plus tard, et je vais le rejoindre après, Vincent. Voilà, Pierre William était toujours présent ici. J'ai fait des répétitions la nuit avec lui dans le palais. Enfin, tout ça, c'est des souvenirs assez intenses. Et voilà, je l'ai vu très peu de temps avant qu'il nous quitte. On peut donc rappeler que ce film est présenté à Cannes Classique en ce moment même, que c'est un portrait à la fois d'un fils et d'un père, et du cinéma, et aussi de combat, de relations avec la politique. Et on espère le voir bientôt sur grand écran dans toutes les salles de cinéma dignes de ce nom. Je crois que c'est maintenant le moment de... Sur les marches. Dernière montée des marches aujourd'hui pour les films en compétition officielle. Une petite dernière est tant attendue. La réalisatrice Kelly Reichardt qui présente son nouveau film The Mastermind. Rappelons qu'elle était déjà en compétition en 2022 pour Showing Up et qu'elle avait présenté dans la sélection Un certain regard Wendy et Lucie. Un souvenir exceptionnel pour les exploitants de cinéma. Un film, comment dirais-je, à la fois intime et qui a touché le grand public. Alors là, aujourd'hui, elle revient sur un sujet qui, en apparence, semble léger et qui va travailler en profondeur les questions sociales de l'Amérique d'aujourd'hui. Il s'agit d'un homme qui prépare un braquage dans le monde de l'art. Pour l'accompagner à la direction de la photographie, Christopher Blauvelt, lui c'est sa 3e fois en compétition officielle à Cannes. On peut rappeler entre autres qu'il avait été le chef opérateur de May December de Todd Haynes. Au décor, Anthony Gasparo, également décorateur de Showing Up. Et c'est tout, nous avons un 2e film. Oui, évidemment, les Frères Dardenne. Que serait un festival de Cannes sans un film des Frères Dardenne qui ont présenté cet après-midi Jeune Mère. Plus de 10 films en compétition pour les Frères Dardenne, dont 7 primés. Leur premier film primé, mais 2e en compétition, était Rosetta, Palme d'Or en 1999, et évidemment prix d'interprétation féminine ex aequo reçu par Emily Dequesne, qui nous a malheureusement quittés cette année après avoir lutté contre un cancer. Le synopsis de Jeune Mère: Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de très jeune mère, 5 adolescentes qui ont l'espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Nous avons reçu pendant ces Cannes Prime Time
Ciné Bébé, qui était venu avec un de leurs faux bébés 3 mois pour nous parler de leur travail sur Jeune Mère, puisqu'elles ont réalisé les faux ventres de ces adolescentes, avec un travail qui a dû s'adapter à ce corps de très jeunes femmes enceintes, alors qu'elles ont, elles, en général, dans leur stock, des ventres qui existent, mais qui sont adaptés à des femmes qui sont plus âgées. La photographie, Benoît Dervaux, qui avait déjà travaillé avec les frères Dardenne pour le film en compétition Tori et Lokita en 2022, prix du 75e festival. Au décor, Igor Gabriel, qui accompagne les Dardenne depuis Rosetta, donc une collaboration sur un temps long, et au son, Thomas Godert, qui présente cette année également hors compétition La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat. Patrick Safar, cette dernière journée peut être en mesure de bousculer encore une fois vos coups de cœur? Peut-être, il faut toujours tabler sur l'effet de surprise et de renouvellement. Donc pour Kelly Reichardt, une réalisatrice que j'aime beaucoup, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de ne pas transiger, mais je lui fais tout à fait confiance. De ne pas transiger avec sa rigueur de mise en scène. Exactement, oui, son honnêteté, le fait qu'elle continue à creuser son sillon dans un contexte qui n'est pas toujours facile, mais ça, je pense qu'on peut lui faire confiance. Quant aux frères Dardenne, le risque avec les frères Dardenne, c'est une certaine lassitude, puisqu'ils reviennent chaque année. Donc, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est peut-être se renouveler. Peut-être nous faire un effet de surprise. C'est ce qu'ils ont l'air de dire quand ils déclarent que cette fois, nous avons voulu essayer de sauver nos personnages. Donc, il semblerait que le film ait une allure un peu différente des films habituels des frères Dardenne. Donc, on attend ça avec impatience. Eh bien, on est tous impatients de découvrir ces derniers films de la compétition officielle avant de demain connaître le verdict du jury. J'ai cru, Alexia, que vous alliez dire que nous étions tous impatients d'aller pouvoir enfin dormir. Jean-Marie ? Si je veux juste rajouter, oui, ce soir, il y a aussi la remise du prix Pierre Angenieux, qui est chaque année donné à une directrice ou un directeur de la photographie. Et cette année, c'est Dion Bibi, un collègue australien. Parfait, mais nous nous retrouvons demain. En attendant, merci de votre présence à tous les 4. Et merci. D'ici là, bon festival à toutes et à tous. Au revoir. Le prix de l'artiste technicien est pour moi un prix extrêmement précieux parce que c'est l'un des rares prix à mettre en lumière les gens de l'ombre. La passion, le fait de regarder des films, de les évaluer, d'être en disposition particulière pour pouvoir les évaluer et aussi de pouvoir échanger avec d'autres professionnels sur ces films, donc déguiser mon propre regard et en même temps de pouvoir enrichir aussi ma propre expérience en la partageant avec d'autres personnes.